Bonjour à tous, diversifier sa ferme avec la permaculture, tout le monde en rêve, mais comment rester rentable sans se disperser? Et ben Richard Perkins nous montre la méthode. Alors avant de voir la méthode, on va d'abord regarder ce qu'est cette ferme, Ridgedale, et comment Richard Perkins a transformé un sol pauvre dans un contexte très rude en une ferme modèle. Aujourd'hui, Ridgedale est une micro-ferme modèle, un système diversifié et inspirant où l'on trouve des légumes cultivés sans travail de sol, des poules pondeuses, des poulets de chair dans des poulaillers mobiles, des micro-pousses, des champignons, mais aussi des vaches et des moutons qui pâturent sur des prairies en agroforesterie. L'objectif est clair, produire une nourriture locale de qualité tout en construisant un sol vivant. Richard Perkins, le fondateur de cette micro-ferme, milite pour une agriculture régénératrice et s'inspire énormément de la permaculture, aussi bien dans son design, dans ses pratiques, que pour sa vision de l'entreprise au global. Mais ce résultat n'est pas arrivé du jour au lendemain. Quand Richard Perkins s'installe ici en 2013, il part sur des sols pauvres et un climat extrême. La ferme est située à 59 degrés de latitude nord, avec seulement 3 mois sans gel chaque année. Ces conditions rudes l'obligent à s'adapter et à penser son système différemment, et la permaculture est la voie qu'il a choisie, et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Il commence petit, avec des planches permanentes en maraîchage pour régénérer la terre, puis, étape par étape, il va ajouter des volailles de chair, des œufs, des micro-pousses, des ruminants. Chaque atelier a été pensé comme une brique en plus dans un système cohérent, puis aujourd'hui fonctionne comme une ferme régénératrice et rentable, capable de lisser sa trésorerie grâce aux abonnements et aux préventes. C'est un système très inspirant que Richard Perkins documente et transmet à travers ses vidéos, ses livres, ses formations et son travail de conseil. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la partie production agricole. Les chiffres d'affaires et les données présentées ne concerneront donc que cette activité-là. Mais si vous voulez qu'on discute de son écosystème en entier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais faire une vidéo dessus, c'est hyper intéressant. Avant de commencer à parler de sa manière de concevoir une ferme diversifiée, inspirée de la permaculture, qui soit fonctionnelle et rentable, et je vais d'abord vous définir les 4 concepts clés sur lesquels tout le reste va découler. Le premier concept, c'est la permaculture appliquée. Souvent le mot il peut faire rêver ou penser à une utopie, un jardin luxuriant où tout pousse tout seul, sans effort, presque comme par magie, mais la réalité est tout autre. La permaculture est un concept né en Australie dans les années 70, inventé par Bill Mollison et David Holmgren, à la suite d'un choc pétrolier, et la question de départ était brutale, comment nourrir une population sans pétrole? On est donc plus proche d'un scénario de survie que d'un paradis bucolique. L'idée c'est d'imaginer une agriculture capable de fonctionner sans énergie fossile et en s'appuyant du coup au maximum sur les principes naturels puisque ça s'avère être la forme la plus productive et la plus durable. Concrètement, ça veut dire observer, comprendre ce qui se passe, amplifier ce qui va dans notre sens, limiter ce qui ne contribue pas au système, et le tout dans une démarche évolutive, éthique et peu consommatrice d'énergie. The 3 permaculture ethics are earth care, which includes all living and non-living things, land, water, animals and air. People care, to promote self-reliance and make things better for people. Community responsibility. And then the third ethic, return of surplus. This happens as a result of adherence to the above ethics, the first 2 ethics, which together, caring for the earth, caring for people, and allowing the surplus to support earth care and people care. The 3 ethics collaborate together and are interwoven with one another. Et ce que les recherches et expériences montrent, c'est que les systèmes diversifiés et complexes sont beaucoup plus résilients, c'est-à-dire que plus de biodiversité et des sols vivants égale plus de récoltes et moins de ravageurs. Alors c'est pas magique, comme je le disais, ça demande beaucoup de temps de mise en place, de main d'œuvre et une observation continue. Et surtout, chaque ferme en permaculture est unique parce qu'elle doit s'adapter à son contexte, au microclimat, au terrain, au sol, à l'environnement global. Et du coup, la dérive, c'est que c'est un petit peu dommage que certains tombent dans le dogmatisme et réduisent la permaculture à une simple boîte à techniques. Mais ça, j'en ferai sûrement une vidéo dédiée, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet, donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Dans le cas de Richard Perkins et de sa ferme Ridgedale, la permaculture est au cœur de son design et de la diversification. Il y a 2 principes en particulier qui guident son approche. Chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Donc les poules par exemple, elles produisent pas seulement des œufs, elles fertilisent le sol, elles réduisent les ravageurs et elles génèrent un revenu régulier. Et chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. La fertilité du sol par exemple, elle vient à la fois du compost, du pâturage des animaux, de la couverture permanente du sol, des champignons cultivés dans les allées, etc. etc. Et c'est cette logique de design systémique qui lui permet de diversifier sans se disperser. Le deuxième concept clé à bien comprendre, c'est la micro-ferme diversifiée.
À Ridgedale, on ne mise pas du tout sur un seul atelier, on combine maraîchage, micro-pousses, champignons, poules pondeuses, poulets de chair, ruminants en agroforesterie. Mais la diversité n'est pas là pour faire joli, même si c'est le cas et que ça motive pour aller travailler, elle sert à rendre la ferme complète et résiliente. Si une culture ou un atelier rapporte moins une année, eh ben une ou plusieurs autres pourront la compenser. Les intrants de certains deviennent les sortants d'autres, les animaux fertilisent le sol, le maraîchage nourrit les habitants, les arbres protègent les pâtures, chaque pièce du puzzle renforce les autres. Et pour que ça fonctionne bien, tout est standardisé, tout est réfléchi, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais résultat, la diversité n'est pas synonyme de dispersion, mais bien de robustesse et d'équilibre. Le troisième concept clé, la ferme régénératrice, donc ça c'est vraiment un concept clé pour lui puisqu'il le met constamment en avant. Et ici l'objectif ce n'est pas seulement de produire mais c'est de construire du vivant. Donc ça passe par des sols toujours couverts, du compost en abondance, du broyat en masse, des couverts végétaux, des arbres plantés partout où c'est possible et des animaux en pâturage tournant. Donc au lieu d'extraire des ressources comme dans l'agriculture conventionnelle, chaque choix vise à améliorer la fertilité d'année en année, les sols deviennent de plus en plus riches, on augmente le taux de matière organique dans le sol, la diversité augmente et la ferme gagne en résilience. Parce qu'un sol fertile, c'est la meilleure assurance récolte pour un paysan. Et quatrième et dernier concept, la rentabilité. Parce qu'aussi vertueux soit-il, un système agricole ne peut durer que s'il est économiquement viable. Et à Ridgedale, tout est pensé dans ce sens, le choix des cultures, des produits, la planification très précise, une organisation post-récolte ultra efficace, et des formules d'abonnement ou de panier qui vont lisser et sécuriser la trésorerie toute l'année. La logistique est volontairement courte, simple et locale, on vend localement, on évite les intermédiaires et on livre en direct, et ça permet de garder toute la valeur sur la ferme. En résumé, selon lui, la rentabilité n'est pas en contradiction avec l'écologie, c'est au contraire ce qui permet à la régénération des sols et à la diversité de pouvoir perdurer. Et à Ridgedale, l'écologie et l'économie avancent main dans la main. We need to be pragmatic and smart and integrate what we can, but we must work to a triple bottom line. It must be good for the land, it must be good for people, our customers, and it must be good financially, or we're not going to be doing it. And that's why we focused on the sort of startup enterprises we have at our farm. Because if I can't show young people that come here how to get started with a low budget and make their business work, they're not going to do it. And we see the trend of, agriculture getting larger and larger and more mechanized, less people involved. We're losing a massive skill base from the rural population. And it's, if you follow that through a couple of generations with your logic, it doesn't look good. It's why I've dedicated my life to supporting more people, particularly young people, to go out and get started on a good, intelligent path. Alors maintenant que ces concepts sont posés, on va pouvoir s'intéresser à la manière dont la diversification a été faite pour qu'elle soit aussi efficace. Et comment Richard Perkins a pensé la diversification pour qu'elle s'auto-renforce au lieu de s'éparpiller, et pourquoi ça a fonctionné chez lui malgré un climat rude et des conditions vraiment pas facilitées. Et plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment répliquer l'approche chez vous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va aider énormément à faire d'autres vidéos de plus en plus qualitatives, et puis à mettre un petit like, ça m'aiderait beaucoup. La méthode Ridgedale pour diversifier sans se disperser. Alors ce qui met au centre de son système, c'est le sol. Et le sol d'abord. À Ridgedale, la diversification commence par un mantra simple, on cultive des microbes, pas des légumes. Concrètement, cela se traduit pour la partie en maraîchage par du non-travail du sol rigoureux, donc des couches initiales de compost très épaisses, 10 à 12 cm, posées sur la prairie, des racines laissées en place après récolte, des planches toujours couvertes et des allées en BRF. Ici c'est de l'épicéa parce qu'il y en a beaucoup dans son coin, mais ça peut être plein d'autres choses. Et pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de carence azotée liée aux allées, car les planches sont devenues très fertiles avec le temps, et la vie du sol arrive à décomposer maintenant toute cette matière carbonée très facilement. Cette logique, elle se prolonge en hiver, les pousses passent dans les tunnels, où elles accumulent une litière, bois, paille plus fiente. Au printemps, cette litière est compostée et revient fertiliser le maraîchage, bouclant localement les nutriments et lançant la saison avec des lits très riches et propres. Et tout le reste emboîte dans cette logique, les poulets de chair en parc mobile qui fertilisent au passage, les poules pondeuses au pâturage qui déposent l'azote, les vaches et moutons sous agroforesterie qui stimulent l'herbe et stockent du carbone, les champignons dans les allées qui transforment le BRF en humus, et même les résidus de micro-pousses qui retournent au compost. Chaque atelier sert d'abord de fertilité et de conservation des sols. La deuxième partie, c'est le design permaculturel global. À Ridgedale, le design permaculturel n'est pas un bonus esthétique, c'est vraiment le fil conducteur de la ferme. Donc avant les planches, les poulaillers, les tunnels, Richard a dessiné le système, l'eau, les accès, les structures, les flux, et il combine permaculture,
K-Line et le management holistique pour organiser le paysage et trancher les décisions. C'est l'une des clés de l'implémentation rapide et de la viabilité du projet. Son objectif, c'est de boucler les cycles, eau, carbone, nutriments, de réduire le gaspillage au quotidien et de faire en sorte que chaque atelier renforce le suivant. Ici, il n'y a pas de recette copier-coller, le design il est vraiment contextuel et il est pensé pour ce lieu, ce climat, ce marché. And I think we must be very careful copying ideas. I always say, the first thing I say when people come here is like, don't try and mimic what we're doing. That's not my intention at all. My intention is to expose people to a whole range of stuff, show them the nuts and bolts, get them experience with a diverse range of things that they can start to pick and choose and scale things according to their needs, their land base, their marketplace, their resources, etc. We cannot just try and replicate each other's work. It works for me here, it might not work for you 50 kilometers away, it might not work for you in Spain, it might work better for you, who knows? But you know what I'm saying. D'abord, on a l'eau, donc la batterie du système. En amont, il y a un étang qui est étanchifié à l'argile, qui va servir de réserve. Il alimente des asperceurs d'impact qui apportent une pluie légère, régulière et homogène sur les planches. L'idée, c'est de capter, de stocker et de redistribuer l'eau de façon prévisible pour amortir les étés secs et puis sécuriser les cultures. Ensuite, il y a la partie agroforesterie, donc produire de l'ombre, du fourrage et du sol. Donc sur les prairies, les ruminants y pâturent sous les arbres. Les haies et les alignements apportent de l'ombrage, un brise-vent et un microclimat. Et les boues et la litière, ça va stimuler la fertilité du sol. Les arbres, eux, ils vont stocker du carbone et ils vont stabiliser le système face aux extrêmes climatiques. Ensuite, il y a toutes les boucles d'interaction. Donc la ferme, elle tourne vraiment en circuit court interne. Donc par exemple, il y a la boucle animaux qui donne de la fertilité, litière, compost, qui va aider la production agricole de légumes ou autres, qui va nous permettre de trouver des clients, d'avoir un revenu et de pouvoir réinvestir à chaque poste clé du système. Donc chaque atelier nourrit le suivant, on ferme les cycles et on gagne en robustesse économique et écologique. Et on peut nourrir de plus en plus de monde à chaque fois, tout en augmentant la fertilité et la résilience globale de la ferme. Le message clé, c'est ici, chaque atelier soutient les autres et la diversification devient cohérence. Mais pour que l'ensemble tourne vraiment, il ne suffit pas d'avoir un très beau design, chaque poste doit être compris, standardisé et optimisé, sinon la diversification elle devient très chronophage et bancale. Et pire, on ne sait même pas d'où vient le problème quand on en rencontre un. Donc le deuxième gros point, ça va être de tout standardiser. Et à Ridgedale, la règle elle est simple, pour le maraîchage, ça va être les mêmes tailles, les mêmes gestes, les mêmes cadences, et ça, au final, pour chaque atelier. En maraîchage, toutes les planches vont faire 10 mètres de long, 75 cm de large, les densités, les espacements sont prédéfinis, les arceaux ils sont regroupés par l'eau, on couvre, on découvre en quelques minutes, et on a une irrigation qui est fixe et qui est très réfléchie. La récolte, post-récolte, ça suit des protocoles très cadrés jusqu'à la chambre froide, et l'ensemble est piloté par un calendrier annuel jour par jour, semis, plantation, récolte, commande de semences anticipées, et ça, le résultat, c'est une vitesse, une fiabilité et un coût sous contrôle. Toute cette approche d'ailleurs sur le maraîchage rappelle celle de Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à la regarder. Et il applique la même logique pour tous les autres ateliers, poulet de chair, donc poulailler mobile, avec des structures identiques et des procédures répétables, en parcours, en rotation, en chargement, tout ça pour synchroniser la croissance des lots avec des préventes, donc on produit ce qu'on a déjà vendu. Pour les œufs en pâturage, on a une structuration de l'offre commerciale avec des abonnements standardisés, trimestriels, qui stabilisent la trésorerie et le planning de production, collecte, conditionnement. Pour les micro-pousses, on utilise les mêmes plateaux, les mêmes densités par variété, des cycles hebdomadaires réguliers. C'est vraiment géré comme une mini-chaîne, semis, récolte, lavage, froid, livraison, à jour fixe. Et d'ailleurs, si le sujet de production des micro-pousses vous intéresse, étant producteur depuis pas mal d'années, n'hésitez pas à regarder le contenu sur ma chaîne à ce sujet et à vous inscrire à ma prochaine conférence dessus pour vous aider à créer votre atelier de micro-pousses rapidement et à moindre coût. Revenons au sujet, chaque atelier est optimisé puis standardisé. C'est également le cas des ruminants en agroforesterie et des champignons. Alors faites bien attention, on ne standardise bien qu'un atelier maîtrisé. Il faut s'attaquer à un atelier à la fois avant de passer au suivant. Démarrer d'emblée avec poulet, œufs, ruminants, micro-pousses, champignons, maraîchage, ça c'est vraiment se disperser et ça va être très très compliqué par la suite. Le maraîchage au final à lui seul est déjà un poste hyper complexe et il faut plusieurs saisons pour vraiment tout bien caler et même à l'intérieur du maraîchage c'est bien de d'abord commencer par un certain nombre de variétés avant de grossir et d'avoir une gamme complète. Et une fois que tout est bien calé, seulement ensuite on verrouille les protocoles, on automatise et on passe à une culture suivante. Il faut bien se rendre compte que Ridgedale c'est une ferme très aboutie, le fruit de nombreuses années d'ajustement,
Donc avancez pas à pas, standardiser, puis seulement après diversifier. On en reparlera plus tard quand on verra notre plan d'action. Et ce qui va de pair avec la standardisation, ce sont aussi les bons outils, eux aussi forcément standardisés et bien adaptés à notre démarche et à nos process. Ici l'idée c'est pas d'avoir un hangar rempli, mais d'avoir 8-10 outils qui tournent vraiment tous les jours. Par exemple pour le poste de maraîchage, au démarrage, il suffit d'une grelunette pour décompacter, qui deviendra normalement inutile après quelques années de non-travail du sol, selon lui en tout cas, et selon son sol, un râteau, un semoir cirant, un rouleau d'appui pour passer après le semis, des voiles microclimat, anti-insectes, des arceaux, quelques couteaux, ciseaux bien affûtés, et pour la coupe du mesclin jeune pousse, une récolteuse manuelle, même si ça peut venir dans un second temps. Côté semis, le transplanteur Pepperpot, il peut beaucoup aider, mais c'est pas du tout prioritaire, hein. Le prix d'achat reste quand même assez élevé au démarrage. Pareil, un microculteur, c'est confortable, mais c'est optionnel aussi. Et on garde le froid avec une chambre froide, clim plus contrôleur. Potentiellement passer avec un froid plus pro par la suite dès que vous avez un peu plus de trésorerie. Côté logistique, des bacs isothermes, une chaîne simple, récolte, refroidissement, emballage et qui remplace très bien un camion frigo tant que les tournées sont courtes. Donc il estime que le kit de démarrage pour l'indispensable et en restant focus, c'est que de 1500 €, donc c'est vraiment pas grand chose pour produire proprement et efficacement. Et bien sûr, si on veut un système complet de sa taille, avec les serres-tunnels amovibles, une irrigation, point d'eau, une station de lavage, etc., le budget il est de quasiment 30 000 € pour un revenu annuel estimé selon lui à 46 000 €, c'est-à-dire environ 54 000 € de chiffre d'affaires, 8 000 € de charge. Le plus gros poste de charge étant largement les apports en matière organique, compost et le couvert pour les allées, qui sont vraiment clés dans son système. Et tout ça pour 200 planches de culture de 10 mètres de long par 75 cm de large. Alors on va pas détailler chaque atelier, mais pour sa configuration, l'idée c'est d'avoir que du matériel très simple et très spécialisé et optimisé pour la tâche en question. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, lui il estime qu'un atelier de micropousse nécessite environ 4 200 € d'investissement pour un revenu d'environ 50 000 €. Et dans ma prochaine conférence, je vous montre une méthode pour démarrer avec largement moins et trouver vos premiers clients dès le début. Il estime qu'un atelier de poule de chair mobile, selon son système, nécessite environ 24 000 € d'investissement. Et ça pour un revenu net espéré de 53 000 € annuels. Ça correspond à peu près à 7 enclos de 12 mètres carrés contenant 75 poules chacun, et tout le matériel pour la couveuse, l'apport d'eau, l'abattoir sur place, le matériel de livraison, etc. Et un atelier de poules mobile nécessite environ 12 000 € d'investissement pour 3 structures mobiles et leur parc de 400 mètres carrés chacun, avec un revenu net de 57 000 € annuels, donc une production d'environ 300 000 €. La mécanisation lourde n'est pas nécessaire à cette échelle, avec quelques exceptions utiles quand même, donc un moyen de déplacer les poulaillers mobiles. Alors on peut faire pour les petits enclos à la main, mais pour les gros forcément il faudra un SSV ou un quad, parce que ça fait de l'ordre de 900 kg. Forcément on va louer du gros matériel type pelle, mini-pelle de manière ponctuelle pour les gros travaux, donc creuser l'étang, étanchéifier, etc., etc. Et éventuellement un SSV et une remorque plus tard pour fluidifier la manutention, mais ça c'est vraiment pas indispensable au lancement. On voit donc que la standardisation et l'utilisation d'outils simples permettent de gagner en efficacité et de limiter les investissements. Mais pour que tout ce travail ait du sens, il faut aussi sécuriser les revenus. Et ici, la diversification est pensée comme une pyramide de produits qui équilibre trésorerie immédiate et revenus récurrents et pics saisonniers. Alors à la base, ça va être les rapides, donc les revenus rapides, qui vont être par exemple les micro-pousses ou les jeunes pousses, donc des cycles très courts, une rotation hebdomadaire et une forte marge au mètre carré. Et ça, c'est le moteur qui alimente le cash chaque semaine. Au milieu, on a les récurrents, donc les abonnements pour les œufs, les paniers, les légumes plus largement. Là, il va lisser la trésorerie, donc on encaisse avant de produire, on planifie et on sécurise le volume. Et au sommet, ça va être le saisonnier premium, donc ça va être les poulets de chair, ça va être les tomates de tunnel ou d'autres produits un peu plus haut de gamme, avec des tickets moyens plus élevés sur des fenêtres courtes et annoncées à l'avance. On cadre la demande avec des préventes, donc des bons, poulets, œufs, etc., pour produire juste ce qui est vendu. Selon Richard Perkins, côté stratégie client, il vaut mieux 100 clients qui dépensent 1 000 € que 1000 qui vont dépenser seulement 100 € de manière irrégulière. Donc on construit une relation multiproduit où un même foyer va acheter des légumes, des œufs, des volailles, etc. et ça toute l'année. Les canaux suivent la même logique courte, panier, abonnement pour l'amont, restaurant pour l'écoulement régulier et des reco-rings, donc des marchés de prévente en ligne pour livrer vite des commandes déjà payées. Parenthèse express, c'est un marché 100% en précommande. Les producteurs publient l'offre, les clients commandent, payent et on fait un retrait à l'heure et à un lieu fixe sans vente sur place.
En France, il n'y a pas vraiment d'équivalent direct, mais on peut quand même s'appuyer sur la ruche qui dit oui, Cagette, Drive Fermier, Coop Circuit, il y en a peut-être d'autres. En Belgique, il y a aussi une sorte d'équivalent, et au Canada, pour le coup, les groupes Reco existent déjà. Donc pour revenir au sujet, ce mix, ça donne des revenus immédiats, très rapides, des revenus lissés, récurrents, et des pics de rentabilité avec des produits un peu plus premium, et donc ça sans montagne russe. Cette pyramide de produits, elle permet de stabiliser les revenus et de sécuriser le marché, mais au-delà des chiffres et des ventes, une ferme, c'est aussi une question de rythme de vie, parce que si la diversification finance le système, c'est l'organisation saisonnière qui la rend vraiment viable, pour la nature comme pour l'homme. À Ridgedale, Richard n'a pas lutté contre le climat, il en a fait une force. L'été, c'est une concentration maximale, récolte quotidienne, post-récolte très fluide, livraison cadencée, relation client au plus près. Et l'hiver, par contre, on va être sur un ralenti volontaire avec de la maintenance, des outils, des chambres froides, des tunnels, les bilans, les planifications fines des semis, les commandes groupées, la mise à jour des protocoles, les apprentissages divers et les rencontres entre producteurs, fournisseurs, avec bien sûr une vie perso plus présente et puis parfois aussi d'autres projets et surtout du repos. Et cette respiration, elle rend le système vraiment plus efficace et plus humaine. En contexte nordique, il faut assumer cette saisonnalité, et c'est de la résilience, hein. On concentre l'énergie quand la nature la délivre, et on régénère le système quand elle se met en pause également. Après, tout le monde n'a pas forcément ce rythme-là, ou ne peut pas se le permettre, et ce qui est important, c'est de savoir quel rythme pour vous correspond. Certains vont être meilleurs avec un grand cycle annuel, donc comme c'est le cas ici, un été plein gaz et un hiver assez doux. D'autres vont préférer des mini-cycles tous les 3 mois par exemple, avec des sprints, de la stabilisation et une récupération. Et d'autres encore fonctionnent mieux avec un rythme de croisière stable toute l'année et sans ondulation. Donc il n'y a pas vraiment de modèle unique, ce qui est important c'est de se connaître et ça va éviter la frustration et puis le burn-out aussi. Et le mieux c'est de pouvoir aligner votre production, votre offre et votre calendrier commercial selon votre rythme à vous. Et oui, la permaculture s'applique aussi à l'organisation humaine et ça faut vraiment pas l'oublier. Diversifier sans se disperser, c'est aussi rythmer sa vie pour que la ferme et l'humain durent. Avant de passer à la méthode en 6 étapes pour reproduire un système similaire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne et de mettre même la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est reparti, je vais vous montrer comment appliquer cet esprit chez vous et pas en faire juste un copier-coller, mais vraiment une méthode qui part de votre terrain, de votre marché, de votre rythme pour que ce soit vraiment approprié et que ça fonctionne vraiment dans le temps. Alors la première étape, observer et concevoir le design global. Donc on commence par regarder le climat, le microclimat, les pentes, les vents, les zones hydromorphes, les accès, la circulation de l'eau, et puis on dessine l'eau d'abord, ensuite les accès, puis les structures et les zones de production. Le design, c'est vraiment la base de la microferme. Ensuite, on pose le business plan, on cadre vraiment l'offre. Donc selon vos objectifs, comme toujours, et pour suivre son modèle, on cadre l'offre avec une pyramide de produits, donc un moteur rapide, ça peut être les micro-pousses, ça peut être des jeunes pousses, mais aussi des champignons ou plein d'autres cultures, ou d'autres sources externes non agricoles aussi. Ensuite, un revenu récurrent, ça peut être par abonnement, ça peut être par des paniers ou autre, et d'avoir un produit un peu plus premium, plus haut de gamme, qui peut être très saisonnier, très court, très petit en nombre de quantités aussi, mais vraiment un produit phare qui représente aussi la ferme. L'idée ici, c'est de lister 4-5 produits possibles, 4-5 ateliers, mais d'en lancer que 1 ou 2 au tout départ. Donc il vaut mieux faire très bien sur peu d'ateliers que beaucoup de choses, mais de manière très moyenne, voire médiocre. Si vous cherchez des idées de production ou d'activités complémentaires, j'ai fait une vidéo sur le sujet avec des exemples concrets, et vous pourrez télécharger en description ici un PDF avec plus de 30 modèles économiques autour de l'agriculture qui fonctionnent, et le tout pour vraiment trouver celui qui vous convient personnellement. Troisième étape, planifier donc la production et les opérations. Là, l'idée, c'est de transformer votre plan en planning, d'avoir un calendrier de semis, plantation, récolte, d'avoir des formats standardisés, comme pour lui des planches de 10 mètres par 75 cm, mais ça peut être autre chose pour vous. D'avoir des protocoles post-récolte, connaître les besoins en eau hebdomadaire, etc. Mais aussi des groupes de commandes et une vente réfléchie. La standardisation, c'est ce qui rend la diversité gérable. Ensuite, quatrième point, sécuriser le marché et les revenus, avec notamment des préventes. Donc avant d'augmenter les volumes, vérifiez bien la demande, et ça, les préventes, c'est le meilleur moyen. Donc ça peut être pour des œufs, pour des poulets, mais pour plein d'autres choses. Ça va être avec des mini paniers à MAP, par exemple, de 20-30 foyers, faire des tests auprès des restaurateurs, et ajuster votre plan de culture selon les commandes réelles. Et je le redis, sa stratégie relationnelle, c'est qu'il vaut mieux 100 clients très fidèles que 1000 clients occasionnels. La cinquième étape, c'est d'installer les bases de la fertilité. Vraiment, cap sur le sol, la fertilité, c'est la base pour une production agricole durable.
Donc, couche de compost initiale, allez en BRF, paillage, couvert permanent. Si vous avez des animaux, utilisez les litières comme starter de compost et anticipez les cultures longues, arbres, arbustes, etc. Elles vont s'installer en arrière-plan et vont demander peu d'attention au début. Et enfin, 6e étape, exécuter et ajuster en continu. Donc, lancez vos 1-2 cultures phares avec un rythme hebdomadaire simple, semis, récolte, lavage, froid, livraison. Et chaque semaine, il faudra revoir vos rendements, vos pertes, vos temps de vente, etc. Vous ajustez et vous restez à l'écoute du marché et du terrain. Il faudra affiner les densités, les séries, les volumes, améliorer en continu la fertilité, l'irrigation et les flux logistiques. Et enfin, vous pourrez ajouter d'autres ateliers quand celui-ci sera beaucoup plus calé et que vous pourrez tout standardiser et faire de manière, en gros, automatique vos cultures. Vous pourrez passer à un autre atelier, etc. Donc commencez petit, standardisez, écoutez le marché et laissez le sol devenir votre meilleur allié. Pour conclure cette vidéo, si vous devez ne retenir qu'une seule chose, à Ridgedale, la permaculture c'est de la cohérence opérationnelle. Diversifier, oui, mais avec un système qui se répète et qui se finance. La recette qui tient, c'est sol vivant, sans travail, boucle de nutriments, standardisation des formats et des flux, et pyramide produits pour lisser la trésorerie, rapide, récurrent, premium. Si vous avez aimé ce type d'analyse, je vous conseille d'aller voir celle de Curtis Stone, qui lui s'est concentré sur la production sur très petite surface, avec du maraîchage et des micro-pousses, et de manière peut-être un petit peu trop extrême, vous me direz ça. Et pour ceux qui veulent aller dans le concret tout de suite, en description, je vous offre un PDF avec plus de 30 business models agricoles, ce qui vous donnera des idées pour construire la vôtre, et il y a une petite vidéo qui va avec aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, et puis à très vite.